par exemple, tu prends un concept, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, et tu dis à la troisième boutique, chouette, ça y est, on le maîtrise, ça va commencer à être bien. Là, ton client, il dit, On va recommencer tout. on va le faire évoluer. Et là, paf, tu recommences. Et si je vous parlais d'une histoire, et si je vous parlais d'une histoire d'entreprise, et si je vous parlais de l'histoire de Square Solutions et de Alexandre Haddad. Bonjour, bienvenue sur ABC Talk Entreprise. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Alexandre. Merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Alors, l'histoire de ton entreprise, c'est ça qu'on va aujourd'hui écouter, et surtout l'histoire de ton parcours de vie. Alors, tu n'es pas obligé de donner tous les détails, mais de voir comment tu en es arrivé là. Aujourd'hui, donc, Square Solutions, est-ce que tu peux nous expliquer quel est son objet, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, comment ça se compose, voilà. Et puis, je te propose qu'on interagisse autour de cette histoire d'entreprise qui s'est créée il y a quelques années. Eh bien, écoute, avec plaisir. Écoute, l'histoire de Square Solutions, la société a 10 ans. Elle a été créée en 2013 suite à un événement de vie un petit peu particulier, c'est-à-dire suite à un licenciement. Donc, tu t'es fait licencier Ouais. et tu as transformé cet événement en opportunité de te mettre à ton compte. Exactement, c'est-à-dire que ça faisait 2 expériences consécutives où je montais des business units pour les autres, avec succès, ça marchait bien, donc je l'avais fait sur 2 périodes de 5 ans, donc dans 2 boîtes différentes. À un moment donné, on m'a dit, écoute, tes services ne sont plus requis chez nous, et là je me suis dit, bon, bah, écoute, après l'avoir fait 2 fois pour les autres, il est temps de se lancer. Avec une petite nuance, c'est que je ne me sentais pas d'y aller tout seul, donc j'y suis pas allé tout seul au début. J'ai trouvé un associé. Un associé, voilà, comme souvent, hein, c'est le cas. Hein. Oui. Alors comment ça s'est passé cette expérience d'association? Eh bien écoute, j'ai fait assez basique, hein. J'ai été voir mon plus gros fournisseur de l'époque et je lui ai dit est-ce que tu veux t'associer avec moi? J'ai des clients, tu sais produire ce dont j'ai besoin, à savoir des meubles pour des boutiques de luxe. Est-ce que ça te tente? Cet associé était basé à Hong Kong. À l'époque, c'était la grande frénésie de tout faire en Asie. On a été là-bas tous les 4 matins. Il m'a dit oui. Et donc, c'est parti comme ça. Bon, alors donc tu nous as dit là à l'instant, donc l'aménagement de boutiques de luxe, c'est parti de là. C'est parti de là. Ouais. Tu ne fais pas que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça, mais en tout cas, au début de l'histoire, c'est parti de là. Et c'était un domaine dans lequel tu étais déjà, tu exerçais déjà. Exactement. J'étais dans une boîte où j'avais la dernière BU que j'avais montée, c'était une BU d'agencement de boutiques de luxe dans une boîte qui était spécialisée dans le merch de luxe. Donc voilà, c'était là-dessus. Alors, BU, Business Unit, merchandising. Voilà, et on a des spectateurs, des téléspectateurs qui ne vont pas forcément On est d'accord. comprendre. Donc là, ton boulot, c'était d'agencer à ce moment-là le produit dans le merchandising, c'est ça? Alors, le merchandising, c'est la mise en avant du produit. C'est ça. Donc, exactement. Et donc là, tu as basculé dans l'agencement de la boutique complète. Exactement. Là, on travaille sur plus loin. l'espace et sur l'architecture. Ouais, c'est beaucoup plus... C'est différent. C'est quand même 2 métiers complètement différents. Alors, c'est marrant parce que moi, je l'avais toujours vu d'un angle, c'est la continuité de l'un de l'autre, parce que j'ai fait la première moitié de ma carrière dans le merch et ensuite la deuxième dans l'agencement. Quand j'ai créé la société, je me suis dit, je vais faire moitié-moitié, un peu des deux. Et en fait, non, je fais aujourd'hui essentiellement de l'agencement parce que finalement, ce n'est pas exactement le même métier. Donc, on a toujours des projets de merch un petit peu pour dépanner ou pour rentrer chez des clients, parce qu'à un moment donné, ça reste un savoir-faire qu'on a. Mais globalement, aujourd'hui, on est spécialisé sur l'architecture d'intérieur. Alors, l'architecture d'intérieur, encore une fois, dans un cadre bien particulier, hein, tu ne vas pas aménager les appartements des amis à droite à gauche, c'est vraiment dans le cadre d'une boutique, donc il faut qu'il y ait un produit à vendre, c'est plus ça qui va te driver, plutôt que l'aménagement d'un bureau standard, j'imagine, c'est plus... Alors, c'était ça au début, et là, il y a un petit événement qui n'est pas passé inaperçu, qui s'appelle le Covid. Tiens donc. Et qui nous a fait sortir un peu de notre chemin, mais pour notre plus grand plaisir. Puisque, en fait, avant le Covid, on était vraiment retail. Donc, retail, c'est vraiment boutique. Et mécaniquement, le retail, pendant la période de fermeture des magasins, n'a pas été l'activité la plus prolifique. De fait. Et c'est à ce moment-là où, par contre, il y a une activité qui a explosé, c'est les bureaux.
Et donc en fait, Pourtant, à cette époque-là, on ne pouvait pas aller dans le bureau. alors on C'était en n'a pas télétravail. pu pendant longtemps, mais justement, en télétravail dit flex office, dit je refais mes bureaux. Ouais, Et d'accord, donc ok. en fait, il y a énormément de marques qui ont refait leurs bureaux. Et donc nous, l'activité bureau qui était insignifiante avant le Covid est devenue très importante pendant le Covid. Et en sortie de Covid, le retail est reparti. Et donc on s'est retrouvé avec deux activités qui sont maintenant à peu près équivalentes dans l'activité de la société. Mais on s'est retrouvé en sortie de Covid avec une activité quasi 2 fois supérieure à celle en rentrant dans le Covid. Donc D'accord. on était plutôt contents. Donc, revenons sur le. Voilà, tu saisis cette opportunité pour lancer ton activité avec un associé. Tu commences cette aventure-là. Le déclencheur de cela, c'est je suis au chômage tant qu'à faire, autant que j'essaye d'être mon propre patron. Ok. Est-ce que c'est que ça qui t'a motivé à te lancer à ton compte? Non, j'avais ça en moi. J'avais ça en moi depuis un moment. J'avais des idées plein la tête, j'avais des projets plein la tête. Donc non, j'avais envie de le Tu faire. une famille d'entrepreneurs. Une famille d'entrepreneurs slash commerçants. Donc c'est vraiment, moi j'ai baigné dedans toute mon enfance. Et non, j'en avais envie. Après, c'est comme toujours, en avoir envie, c'est une chose. Il y a toujours ce fameux pas qu'il faut sauter. Et Cette prise de risque. j'avais du mal à le sauter. Donc voilà. Donc c'est vrai que les circonstances ont fait que j'ai sauté le pas. Après, il y a mécaniquement, à un moment donné, une volonté de se sécuriser. Donc, tu prends un associé, tu essayes de prendre un gros groupe, des gens qui ont un peu les moyens, qui ont aussi une stratégie, qui ont une vision. Enfin, tu te fais une espèce de checklist en disant, voilà, on veut une vision commune, on veut travailler sur les mêmes typologies de projets, on a envie de développer la même chose. Et donc, ça cochait toutes les cases. Bon, ça a été un fiasco. Ah, parce que c'était ma question d'après, du coup. Parce que pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée de s'associer? Du coup, ton expérience à toi, c'est pas forcément passé comme tu le souhaitais? Alors, elle ne s'est pas passée comme je le souhaitais, mais pour des raisons de marché, en fait. Rien à voir avec l'associé, pour le coup. C'est juste que le business model sur lequel on a travaillé, il s'est effondré 6 mois après qu'on l'ait mis en place. Donc, en fait, on n'a jamais pu finalement le tester. Globalement, pour faire court, on sortait de 5 années, on avait beaucoup travaillé ensemble et ça s'était hyper bien passé. La mode de la Chine est passée à ce moment-là. 2013, c'est Montebourg, c'est Made in France, Made in c'est tout France, ça, voilà. absolument. Et donc, retournement du marché, plus personne ne veut rien faire en Chine. Donc là, tu te dis, OK. Et en fait, mon métier, c'était pas de faire en Chine, c'était de faire des boutiques de luxe. Sauf qu'il se trouve qu'à l'époque, tout se faisait là-bas. Donc là, la question qui s'est posée après, c'est comment est-ce que je fais mon métier, mais en le faisant en Europe et en France. Donc il a fallu tout réinventer. Et c'est ça, en fait. Je crois que ce que tu viens de dire là, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la plupart des boîtes, on va dire, qui démarrent de zéro. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte que tu as héritée, dont tu as hérité. C'est une forme d'agilité qui est un impératif, quoi. En fait, tu ne peux pas avoir un plan et puis le dérouler sur 30 ans, ça ne marche pas comme ça, quoi. Disons qu'au début, tu fais plein de business plans, et puis un jour, tu comprends que ça ne sert à rien, et tu arrêtes d'en faire. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant que tu es au petit bonheur la chance et puis que tu n'as aucune vision? Non, parce que moi j'ai arrêté d'en faire parce que je savais globalement, à un moment donné, tu connais les grands chiffres, mais sauf qu'en fait, quand tu veux faire un business plan et que tu dis OK, il faut que ça se passe comme ça, de toute façon, ça ne va pas se passer comme ça. Donc il faut avoir la souplesse intellectuelle voilà. Donc à un moment donné, moi aujourd'hui, quand je lance une activité, parce que j'en lance d'autres, je me donne des grandes lignes. Mais, tu nous en dis trop là. Ouais, bon, on va en parler. Ah, mais en fait, je me fixe pas trop de contraintes parce qu'en fait, je sais qu'on les tiendra pas et qu'à un moment donné, une activité, si tu veux qu'elle soit pérenne et rentable, il faut avant tout qu'elle fonctionne. Donc il faut rencontrer le marché, il faut rencontrer les clients, il faut avoir les partenaires qui sont les bons. Et ça peut prendre un peu de temps, comme beaucoup de temps, et des fois, il faut savoir se laisser du temps. Cette agilité, tu veux dire que parfois c'est un grand écart? C'est souvent un grand écart. Souvent un grand écart. C'est ça. Pourtant, à la base, je n'étais pas quelqu'un de souple. Tu l'es devenu, en fait, par la force des choses. J'ai appris. Donc, du coup, tes clients, ton modèle économique, c'est quoi? Tu as un client qui te sollicite, tu es reconnu sur le marché, comment ça se passe? On commence à avoir une petite reconnaissance sur le marché. Les clients nous sollicitent pour faire du pilotage de projet. Alors, au départ, du pilotage de projet d'agencement, donc mobilier, boutique de luxe, puis on est sorti de l'univers du luxe. Il a fallu, si je reprends un peu dans l'ordre chronologique, reconstituer tout un portefeuille de fournisseurs et de partenaires. Et donc maintenant, aujourd'hui, notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur des projets
alors j'allais dire de A à Z, on est plutôt pour l'instant de B à W, sur leur projet d'architecture commerciale, d'identité de marque. Voilà. Donc on a donc aujourd'hui différentes entités qui vont travailler sur le design, c'est le point de départ de tout projet. Ensuite sur la partie travaux TCE et tout corps d'État. D'accord. Second œuvre, si tu veux. Donc, en fait, on ne construit pas les murs. C'est un métier particulier. C'est des gens comme Bouygues qui font ça très bien. Par contre, à partir du moment où la structure existe, à l'intérieur, on peut tout casser et tout refaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le second œuvre. Et donc jusqu'à l'agencement. Et dans l'agencement, aujourd'hui, sous famille, on va retrouver le merchandising dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut être capable de faire aussi dans nos projets, mais qui aujourd'hui représente une petite partie de notre activité. Qu'est-ce qui fait que le client, c'est parfois des gros groupes de luxe, donc qui ont, on peut dire, qui ont largement les moyens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas en interne cette prestation-là, ou quand ils l'ont, pourquoi est-ce qu'ils font quand même appel à toi? Alors, appel à moi ou appel à des confrères, on est nombreux à faire ce métier-là, oui. mais alors pourquoi ils ne l'ont pas en interne? On a vu un mouvement quand même assez fort. Ils ont essayé d'internaliser à une époque, il y a une dizaine d'années. Et puis on a vu le mouvement inverse. Alors après, chez les clients, en tout cas chez les grands groupes, on voit des effets de yo-yo, ça monte, ça descend. C'est un coup j'internalise, un coup j'externalise, je fais des économies d'échelle en mettant tout. Enfin, il y a des politiques différentes. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'externalisation, même si typiquement là on observe une réinternalisation par exemple des services de design qui sont en train à nouveau de se réinternaliser chez les clients. Voilà, chez des modes comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que sur ces métiers-là, c'est quand même des métiers hyper spécifiques et que de toute façon, eux, ils ont besoin de chefs d'orchestre et ils ne peuvent pas internaliser des réseaux. Quand ils ont des réseaux internationaux, ça serait des équipes énormes en fait. Donc quelque part, c'est pas possible. Donc ils ont plutôt, ils constituent des pôles de partenaires par zone géographique qui vont les accompagner dans leur déploiement. Et toi, tu fais le déploiement de ces boutiques-là, de ces bureaux-là, uniquement en France, ou est-ce que tu es international? Alors, on était international avant le Covid. Le Covid nous a remis sur le marché français et là, on repart avec certains clients à l'international depuis cette année. Europe pour l'instant, ouais. Mais bon, aujourd'hui, moi, je me fixe aucune frontière. Après, mécaniquement, on est un peu dépendant des projets, des clients et c'est sûr que demain matin, piloter depuis Paris des projets à l'autre bout du monde, ce n'est pas les choses les plus simples et les plus évidentes. Mais on pourrait le faire. Voilà. Pour l'instant, l'idée, c'est plutôt de se développer en Europe. Alors du coup, on va revenir sur l'intention. C'est ce qui a motivé au départ la construction de cette boîte, etc. Est-ce que qu'est-ce que tu penses avoir de différent de tes concurrents, puisque tu me dis que c'est un marché qui est assez concurrentiel. Quelles sont tes spécificités à toi? Comment tu exerces différemment ton métier d'après toi? Et c'est peut-être juste ta vision, hein, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais en tous les cas, comment toi tu le perçois? Alors, c'est une question qui n'est pas simple, parce que j'avoue que je n'étais pas le premier à me la poser, et je me la suis déjà posée, et en même temps, j'ai pas cette approche de dire voilà comment je me différencie des autres. Moi, j'ai une approche qui est très service et qui est très challenge. C'est-à-dire que, en général, souvent les projets qui arrivent jusqu'à nous sont souvent des projets que les autres ont jugés très compliqués et on dit pas assez rentable ou pas assez rentable, timing trop court, on va pas y arriver. Et souvent nos clients appellent, on dit, Alex, on a un problème, on a un projet, c'est super bien. Sous-entendu, personne n'en veut. D'accord. Donc voilà, donc on a eu un peu pompier parfois. Voilà, on a été un peu pompier et c'est un peu là-dessus qu'on s'est construit. Maintenant, on l'est moins. Clairement, aujourd'hui, on a ce que je disais tout à l'heure, une petite réputation, donc on est clairement moins pompier. Nous, ça va être plutôt sur effectivement le service, toujours aller au bout des projets, jamais abandonner, un souci du détail, souci de s'occuper de tout aussi, vraiment tout. Quand tu dis ça, ce qui me paraît là comme ça, je dis pourquoi il le précise dans ma tête, pourquoi il le précise? Parce que les concurrents ne font pas tout ça. Non, tout le monde ne le fait pas. Après, il y en a qui vont gérer. On gère un volume de projets au niveau de nos équipes qui reste humainement absorbable. Donc en fait, ce qui fait qu'on va jusqu'au bout et nos équipes ne lâchent pas les projets jusqu'à temps que tout soit réglé, soit levé. Il peut arriver dans des cas de figure que tu as trop de projets, trop de clients et tu as des trucs qui traînent pendant des mois et des mois. Donc voilà. Mais voilà, après, moi j'essaie d'avoir une approche, une fois de plus, on n'est pas parfait. C'est un métier qui est extrêmement compliqué parce que tu es tout au bout de la chaîne.
Et de toute façon, tu vas devoir gérer que des emmerdes. Ça, c'est une réalité. Et donc, à un moment donné, tu vas... Tu es allé volontairement là-dedans, Ah je mais te non, rappelle. mais j'adore ça. Tu adores gérer les emmerdes, d'accord, Voilà. ok. Mais c'est notre métier. Notre métier, c'est ça. C'est-à-dire que tu gères les contraintes de tout le monde. C'est-à-dire que tu vas gérer les contraintes de ton client, mais tu vas gérer les contraintes de ses fournisseurs, par exemple, informatique, IT. Puis tu vas gérer les contraintes de tes fournisseurs, de tes prestats, de tout. En fait, voilà. Donc, nous, on est des gestionnaires de problèmes et on est surtout là pour trouver des solutions. D'où le nom Square Solutions. C'est pas idiot. Tu vois, Tu vois comme quoi ça a été pensé, et cette ça a histoire. été pensé et c'est pour ça qu'on a mis un S à solution d'ailleurs. Absolument, tu as raison. Tu as raison. Je tiens à dire là maintenant, ici quand même, parce qu'il faut quand même qu'on dévoile que manifestement, donc tu t'es inspiré du logo d'ABC Talk TV, qui est une goutte également, pour faire ton logo, c'est ça? Eh bien, écoute, il faudra que j'en parle à ma graphiste parce que cette idée n'est pas de moi. Autant le nom Square Solutions, j'avoue que voilà, mais autant la goutte n'était pas de moi. J'ai adoré l'idée. C'est-à-dire que moi, ça fait partie des trucs, quand j'ai vu ça, j'adore la goutte. C'est quoi la super. petite goutte d'eau qui fait déborder le vase? C'est ça, toi? Non, la goutte, on l'a en fait dans toute la charte graphique qu'on a mis en place autour des différentes entités. En fait, la goutte, elle tourne dans les 4 carrés. D'accord. Parce qu'il y a 4 entités et en fait, tu la retrouves dans le logo Taos, qui est notre Holding, holding général. Tu retrouves la goutte, donc il y a toute une petite histoire autour de ça. Mais la goutte. C'est quoi l'histoire? Ah, l'histoire autour de la goutte, alors là, il n'y en a pas particulièrement. Ah oui, c'est juste d'accord. qu'un jour, moi, en termes de design, j'ai trouvé que c'était cohérent et j'aimais ça, quoi. C'est ça, Voilà, les 4 cadrans. voilà, exactement. Et donc du coup, quelque part là, tu nous as beaucoup parlé de ce cadran Square Solutions qui est l'agencement des boutiques de luxe, mais il y a d'autres activités. Est-ce que tu peux, celles que tu peux dire? Oui, bah alors celle que je peux dire, j'en parlais vite fait tout à l'heure, il y en a une qui s'appelle Art Home Design qui fait tout ce qui est design, justement. Art Home Design. Voilà. Ouais. Donc, qui a récupéré toute la partie design. C'est une des composantes qu'on avait. Alors, on n'a pas vocation à être agence de design, une agence d'architecture. Ce n'est pas notre métier. Par contre, l'idée via Art Home Design, c'est de monter des équipes projets sur cette partie design. C'est-à-dire qu'un client va venir nous voir en nous disant « Tiens, je veux retravailler mon identité architecturale. Qu'est-ce que tu me proposes ?» Et bien là, on va lui dire « Écoute, soit on fait une équipe mixte avec des gens de chez Square, parce qu'on a des ingénieurs qui sont formés au design, plus un ou deux DA extérieurs, soit on va travailler avec des agences avec lesquelles on a l'habitude de travailler. » DA, directeur artistique. Exactement. Oh putain, je me demandais. Voilà, Ouais, je commence à m'y mettre. donc voilà, donc là c'est plutôt pour faire de la coordination et en fait l'idée d'intervenir dès la phase de design, c'est d'éviter d'arriver, nous, une fois que la phase de design est terminée, et de dire « Ah, c'est pas possible, ça va être compliqué, vous ne pourrez pas faire ça », et finalement de générer de la frustration chez nos clients. En arrivant avec cette casquette de dire « T'as pas les moyens, ça ne sera pas possible, techniquement ça ne marchera pas », donc c'est de dire « Voilà, on intervient dès la partie design, on travaille avec des gens dont c'est le métier et qui font ça très bien, et en même temps on garde un œil dessus pour qu'à l'arrivée, ça soit faisable et surtout qu'on soit dans une dynamique positive. C'est-à-dire qu'une fois que le design est validé, personne ne va arriver pour dire c'est pas dans le budget, ça tiendra pas debout et tout. C'est-à-dire qu'on sait déjà que ce sera dans le budget et on sait déjà que ce sera fabricable. Donc on embraye directement. Donc, tu es un mec spécialisé dans la gestion des emmerdes, mais quand même, tu essayes de les anticiper pour qu'il y en ait le moins possible. Ah oui, parce que sinon on s'en sort pas. Voilà, c'est ça. Non, mais je me suis dit, peut-être, ça se trouve, il fait exprès d'avoir des emmerdes. Ah non, en fait. Non, pas trop. Voilà. Non, c'est inhérent au métier, on va dire. D'accord, ok. Donc justement, on essaye d'en avoir le moins possible. Oui, c'est intéressant. Donc voilà. Après, ce qui est assez drôle dans ce métier, c'est que pour en avoir le moins possible, il faudrait globalement que tu arrives à faire ce qu'on appelle la duplication de concept pur et dur. Ce que tu peux avoir sur des grandes chaînes de magasins ou un McDo où le mec, ils vont dire un concept, paf, il déploie. Il y a un process et puis basta. Il y a un process et tout. Ça marche pour les grosses boîtes. On est une toute petite boîte. Donc mécaniquement, on a des clients qui adorent notre souplesse et qui aiment bien nous challenger. Donc en fait, une fois que tu vas faire une boutique, la première, tu sais jamais que tu gagnes jamais d'argent sur la première boutique parce que tu y passes 5 fois le temps qu'il faudrait y passer. Tu vas faire la deuxième, la troisième. Toi, parce que tu passes 5 fois le temps, parce que tu dois tout inventer. C'est ça. Et puis parce que tu pars d'une page blanche. Tu es assez rigoureux quand même dans ce que tu fais. Je veux dire, tu ne prends pas ça par-dessus la jambe. Ouais. Donc, parce que d'autres, ce que je comprends bien, d'autres sont moins scrupuleux que ça. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être scrupuleux, c'est que c'est des méthodes différentes. C'est-à-dire que si tu veux bosser avec une grande enseigne qui va déployer 100 ou 150 boutiques, tout de suite tu pars sur des process d'industrialisation. Donc il y a un moment donné, tu vas tout mettre au carré, tu vas faire tes plans d'exé, tes machins, valider tes matières, et après, tu produis, tu dupliques. C'est le même métier, mais ce n'est pas notre métier, puisque globalement, nous, on est beaucoup plus petits, donc on va travailler sur des projets différents. Donc en fait,
Nous, on a en plus cette contrainte d'être à la fois entre l'artisanat et le semi-pseudo-industriel. Voilà, on n'y touche pas trop au pseudo-industriel, un tout petit peu. Mais on est plus proche de l'artisanat. Donc en fait, au final, à partir du moment, par exemple, où tu prends un concept, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, et tu dis à la troisième boutique, chouette, ça y est, on le maîtrise, ça va commencer à être bien. Là, ton client, il dit, On va recommencer tout. on va le faire évoluer. Et là, paf, tu recommences. Est-ce que ça t'enquiquine ça ou est-ce qu'au contraire ça participe à ce qui te Non, ça me passionne? fait rire. Ça me fait rire parce que c'est ce que j'adore au final. Et ça me fait rire. Alors moi, mes équipes, des fois, font la tronche parce que elles étaient là en me disant, ça y est, je processise, je suis à fond, toutes les problématiques, je les ai. Et là, tu arrives, on recommence. Non, et moi, j'adore. Et c'est ce qui me fait avancer. Et c'est aussi une de nos valeurs ajoutées. C'est qu'au final, comme on remet tout le temps le couvert, finalement, c'est plus difficile pour un concurrent de venir nous chercher. Parce que tu es tout le temps en train de réinventer la roue et que quelque part, cette phase de recherche-développement permanente, elle a un coût. Et quelque part, ce coût, aujourd'hui, nous, il se noie dans les projets. Mais si tu veux rentrer, on était obligé de le faire, de le mettre sur la table. Alors que nous, finalement, on ne le met plus sur la table. Donc ça reste un avantage concurrentiel. Donc au final, c'est beaucoup plus de boulot, c'est beaucoup plus stimulant et ça me permet de conserver nos clients plus longtemps. Les deux autres activités alors? Parce que là, tu nous as fait un teasing quand même. Sur le design. Ensuite, on a Artwork Architecture, qui est sur les travaux TCE, qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui est la seule activité aujourd'hui sur laquelle j'ai encore une associée. Parce qu'il faut en parler. On est sur une histoire qui dure depuis un certain temps. Ah, avec elle, ça se passe bien pour le coup. Avec elle, ça se passe très bien. Donc comme quoi, c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir un associé. Ah non, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. J'ai dit que des fois, il fallait faire attention au contexte. C'est limite politique ce que tu dis là. Tu te mouilles pas trop. Non, ouais, exactement. Mais donc non, sur l'activité TCE tout corps d'État, ça se passe super bien. Pourquoi? Parce que j'ai aussi appris de mes erreurs passées. C'est que cette activité, c'est son activité. Elle est architecte. Toi, tu n'es pas architecte. Hein. Non, si j'aime bien le dire de temps en temps, la réalité, c'est que je ne suis pas architecte. C'est dit, c'est dans la boîte, comme on dit. C'est dans la boîte. Donc tu ne pourras plus feinter là-dessus. Je ne pourrais plus feinter là-dessus, non. Et en fait, elle a ce que moi, j'ai toujours voulu avoir quand j'étais dans des BU et tout, elle a carte blanche, en fait. Donc moi, je suis là pour accompagner la croissance vers de nouveaux clients, vers de nouveaux marchés, vers de nouveaux projets. Mais l'opérationnel, elle le gère comme elle veut. Et c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, donc l'association, aujourd'hui, je l'ai revue. Les associations d'avant étaient des associations à 50-50 ou pseudo 50-50. C'est compliqué. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'il y en ait un qui décide. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui décide. Et donc là, tu as fait comment pour cette entité-là? C'est pas obligé d'en parler. En tout cas, vous n'êtes pas à 50-50. Non, on n'est pas à 50-50, mais elle a effectivement une liberté d'action qui est totale. Et c'est précieux, ça. Et c'est précieux. Ouais, la liberté, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, n'a pas de prix. Dans ton histoire personnelle, ça résonne d'une manière particulière? Ouais. Lié à quoi? Tu sais que je vais y aller. Oui, c'est pour ça, je t'en prie, vas-y. Mais non, lié à quoi? Lié, effectivement, c'est tout le process qui m'a amené ici aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ça en surprend beaucoup, mais moi, j'ai jamais été motivé par l'argent. Je dis pas que je me fous de l'argent, c'est pas non plus raconter n'importe quoi, mais ça n'a jamais été la motivation première. La motivation première, c'était la liberté de faire ce que je voulais. Voilà. Et ça l'a toujours été. On t'a empêché parfois, cette liberté? Ah, quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, on t'explique à un moment donné qu'il faut faire ça et qu'il ne faut pas faire ci. Mais alors, après, moi, alors j'avoue, à la décharge de mes anciens employeurs, que j'ai pu être quelqu'un d'extrêmement compliqué à manager. À gérer. Ouais. Ah moi, je détesterais me manager. Comment ça se passe avec tes salariés, tes collaborateurs? Puisque justement, leur liberté vient se confronter avec ta liberté à toi de faire... Comment tu le gères, ça? Alors, est-ce que c'est facile à gérer des employés? Non, c'est dur. Et plus il y en a, plus c'est dur. Il ne suffit pas juste de les aimer, puis ça suffit? Alors, si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Donc, non, c'est compliqué parce que chacun est différent. Chacun a une lecture différente de l'histoire, chacun a une lecture différente de son poste. Chacun, en fait, t'as beau faire des entretiens. Alors,
Le processus d'entretien, d'ailleurs, est un truc qui m'a toujours fait assez sourire, parce qu'on est dans un processus de séduction mutuelle. C'est le meilleur poste, c'est génial, tu vas t'éclater ici, je suis le meilleur, je suis la personne pour le poste. Alors tu veux dire qu'on a une tendance à le surjouer à ce moment-là, ouais. Ah bah, des deux côtés. Des deux côtés. Donc, et ça, c'est un truc que maintenant j'essaye de casser en entretien et de dire voilà, attention, c'est un métier difficile, il y a des challenges, voilà, donc pour justement alarmer les gens, parce que nous, on est sur un métier qui est difficile. Donc ça demande de l'implication personnelle, ça peut déborder des horaires de bureau traditionnels. Des fois, on peut aller travailler la nuit, on peut travailler le week-end, on peut se déplacer loin, on peut le faire souvent. Donc il faut qu'il y ait une implication personnelle. Et c'est un métier, ça fait partie de ces métiers, et c'est ce qui est important, des métiers passion. Il faut aimer ça. Si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas heureux. Donc, et pour détecter la passion chez l'autre, c'est pas toujours évident. Disons qu'en plus, s'il n'en a pas du tout d'expérience, c'est encore plus difficile. Il ne peut pas le savoir. Même il ne peut pas le savoir de base. Ouais. Donc voilà, après, ça fonctionne donc pas toujours. Donc il faut déjà accepter l'idée que, on va dire aujourd'hui, je me suis pas amusé à faire des stats, mais il y a un petit turnover. Il y a un turnover mécanique, et on va dire que c'est un métier qui correspond à une personne sur deux qui rentre chez nous. Il y en a une sur deux qui va s'épanouir, une sur deux qui va moins s'épanouir. Alors après, dans les une sur deux qui vont moins s'épanouir, on va dire que dans la moitié qui vont pas du tout s'épanouir, c'est pas leur truc. Et ils vont partir. Vers autre chose. Et d'autres qui peuvent le voir différemment et évoluer. J'ai des collègues qui sont partis pour aller chez le client, par exemple, parce que c'est une pression qui est différente, c'est une approche qui est différente, et ils s'épanouissent beaucoup plus là-bas. Par contre, le métier leur plaisait. Tu les as pas retenus? Non. Moi, je retiens jamais personne. Donc, tu les pousses pas dehors non plus? Non, après, maintenant, si quelqu'un... Moi, je pars du principe que les gens doivent s'épanouir dans le travail et dans la structure. Si à un moment donné, je sens qu'il n'y a plus cet épanouissement, j'ouvre la porte. Et là, on discute. On dit, voilà, écoute, je sens que... Mais c'est du jour au lendemain, ou est-ce que... Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre au quotidien? Les pistes que tu as déjà explorées, celles qui n'ont pas marché du tout, celles qui marchent parfois, qui font que aujourd'hui, tu travailles sur cette notion de bien-être pour tes employés, pour tes salariés, sachant que, encore une fois, tu n'es pas une multinationale de 500 000 personnes, hein, tu as quoi, une dizaine de salariés, 10 et 12, ok. Donc, tu n'as pas des moyens illimités. C'est un chiffre d'affaires de quoi, 3, 4, 5 millions? On est autour de 4 millions. 4 millions. Donc, tu n'as pas les moyens de faire tout ce que tu veux non plus. Je n'ai pas les moyens de faire ce que je veux, mais j'ai les moyens de faire ce qu'il faut. Donc, alors, qu'est-ce que tu mets en place? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas une politique structurée. Je suis sur quelque chose qui est plutôt au feeling, en fonction des gens. Comme on a un turnover qui est assez régulier, donc en fait, en fonction des équipes qui se constituent, je vais aller plutôt dans une direction, plutôt dans une autre. Et puis après, je fais des essais aussi. Donc, t'as mis le baby-foot ou pas? T'as essayé ça? Alors, j'ai pas la place. Ah, ça règle le problème. Ça règle le problème. Voilà. Donc, je te pose pas la question sur la table de ping-pong. Hein, c'est encore pire. Voilà, c'est pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui marche? Il faut à un moment donné créer des points de rencontre informels entre les gens. Parce qu'on se rend compte que même si tu es une petite équipe dans des petits bureaux... 10 personnes, c'est pas trop énorme. Non, mais et on est dans des bureaux qui ne sont pas non plus énormes, donc les gens se voient et les gens se parlent. Mais en fait, il faut être capable de les sortir de ce contexte-là pour qu'ils échangent de façon complètement informelle, différemment. Après, moi... Ce qui est rigolo, parce que ça rejoint, excuse-moi, mais l'agencement d'un lieu de travail. On est tout à fait d'accord. C'est un sujet qui ne te concerne pas, on est d'accord? Pas du tout. Pas du tout. Mais je me suis rendu compte que voilà, il faut les sortir de ça. Et en même temps, moi, j'avoue que tu vois, les laser games, les machins, les bidules, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ton team building, voilà, le team building, karting, caméra le samedi café, soir, c'est pas mon truc. Non, d'accord, ok. Et toi, du coup, comment tu veux au quotidien? Moi, j'ai essayé pas mal de choses. Donc, alors au début, c'était genre, t'organises une soirée au bureau, tu fais venir quelques clients pour qu'ils justement communiquent avec tes collaborateurs d'une façon plus informelle, et puis tu fais venir un peu de musique et puis un peu d'animation. J'ai fait aussi, je les ai emmenés une fois tous en Corse. On est parti pendant 5 jours, poum, Corse. Ça a super bien marché, c'était top. Joli cadeau. C'était un joli cadeau. Où là, pour le coup, le matin, tu fais des réunions, tu fais bosser un peu quand même, mais des réunions qui sont plus sur de la méthodo, comment on travaille ensemble, et puis qui permettent à tout le monde d'échanger sur le projet, parce qu'en fait, tu te rends compte que même s'ils sont sur le bureau l'un à côté de l'autre, s'ils ne bossent pas sur le même projet, ils échangent peu
C'est pas, alors ils vont se parler, mais ils échangent peu en profondeur sur la méthode, qu'est-ce qui marche pas, et ils ont du mal à prendre du recul. Après, j'ai des équipes qui sont assez jeunes, donc ça s'explique. Donc ça a bien fonctionné. Donc ça va être reconduit. Et après, aujourd'hui, comme on a pris un virage et on veut vraiment pousser tout ce qui tourne autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui touche Au bien-être. au bien-être Et à la santé même. à la santé, au développement, à l'épanouissement, on va essayer justement de d'aller à l'extérieur de l'entreprise pour participer à des événements autour de différentes problématiques et en profiter à la fois pour derrière embrayer sur un événement, on va boire un verre après, ça permet de débriefer et tout, mais Des qui est salons, une des choses comme thématique, ça. des salons, une table ronde, une conférence, une exposition, ça peut être plein de trucs en fait. Donc les nourrir en fait. Exactement, l'idée c'est de les nourrir, de les Les faire sortir. réfléchir, les sortir, et après de les remettre autour d'une table avec un verre pour discuter. Mais dans ces cas-là, tu es un patron comment toi? Tu les laisses dans leur coin s'amuser ou au contraire, tu as besoin de constituer une... Alors, j'exagère peut-être avec le terme de grande famille, mais est-ce que c'est dans cet esprit-là que tu fais ou est-ce que c'est chacun dans son rôle, chacun dans son coin? Alors, je navigue. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'idée de la grande famille et en même temps, je sais que je ne peux pas être tout le temps là. Il faut qu'ils aient aussi leur espace pour décompresser sans moi. Donc, ça, je l'ai découvert avec le temps. Au début, j'ai essayé de faire tout avec eux. Puis après, j'ai compris qu'ils faisaient des trucs aussi sans moi. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, à un moment donné, t'incrustes pas tout le temps, fais-en, enfin, choisis. Donc ça, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Et en même temps, en sortant du truc, bah, soit il y a une vraie dynamique qui existe et ça se fait tout seul, soit tu n'as pas la dynamique et donc il faut que tu crées la dynamique. Donc c'est pas si simple que ça et c'est un sujet sur lequel je tâtonne. J'essaye des choses. Mais ça dépend aussi des profils que tu as. Donc après, ce qu'il faut, c'est être capable de faire porter ça par les bonnes personnes. Parce que moi, j'ai eu des personnes qui portaient ça super bien. Ça se faisait naturellement tout seul. Puis après, j'ai voulu faire porter ça par des personnes qui le portaient peut-être un peu moins bien et c'était moins évident, moins naturel. Donc après, voilà, moi j'essaye de dire, tiens, ces sujets-là, c'est plus vers toi que vers toi. C'est de la dentelle, hein, la gestion Ah bah des humains. Chaque personne est différente, donc en fait chaque cas est particulier, donc c'est Parce compliqué. qu'en préparant l'émission, j'ai travaillé sur ton entreprise et puis il y a quelque chose qui ressort où, à un moment donné, tu parles de remettre l'humain au cœur du système, etc. Bon, évidemment, c'est une phrase un peu tarte à la crème parce que tout le monde l'utilise, mais moi, ce qu'on sent déjà, c'est beaucoup de passion, en tout cas pour ce métier-là. De la passion sur les relations humaines, mais avec probablement, je ressens une petite difficulté à toujours comprendre comment ça marche. Oui, parce que d'abord, c'est pas, pour le coup, je suis autodidacte sur le sujet, donc j'apprends sur le tas. Donc mécaniquement, je me prends quelques portes. Alors ça, c'est un scoop. C'est-à-dire que quand tu réussis dans une entreprise, c'est pas linéaire. Ah non, mais Alors, tu vas nous parler du coup de quand ça marche pas. ah non, mais il n'y a rien de linéaire dans une entreprise. Et j'ai envie de te dire, mais ça, de toute façon, je pense que tout fondateur d'entreprise, patron te le dira, t'apprends dans les échecs. En fait, quand ça va bien, t'apprends des trucs, mais t'apprends beaucoup moins que quand tu te plantes. Donc, non, c'est en te plantant que t'apprends. Donc tu fais des erreurs, tu te gourres sur ton business plan, tu te gourres sur ta cible. Et puis c'est comme ça que tu apprends à assouplir ton positionnement, à élargir ton offre. C'est quoi tes plus grosses erreurs professionnelles là? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Quand j'ai créé la société en 2013, on en a vite fait parler tout à l'heure, mais j'ai complètement pas su lire le marché qui se retournait. Voilà, c'était une erreur. Alors là, c'est une erreur de jeunesse, hein, c'était il y a 10 ans. Mais alors, je ne l'ai pas vu arriver. Donc voilà, donc ça a mis 4 ans avant de comprendre, analyser, se retourner. Là, clairement, aujourd'hui, je pense que ce que j'ai fait en 4 ans, il y a 10 ans, je l'aurais fait en 2 ans. Après, il y a une réalité aussi, c'est que dans le monde de l'entreprise, il faut être capable d'aller vite. Donc, faut pas aller trop vite. À un moment donné, c'est pour ça que typiquement, il faut toujours s'imposer de jamais réagir à chaud. Par exemple, tu as un truc qui t'énerve, tu laisses toujours passer une nuit, tu y repenses le lendemain, tu y repenses déjà d'une façon différente. C'est facile pour toi ça? Alors non, ça s'apprend. C'est-à-dire que des fois, tu as très envie de répondre tout de suite. En fait, tu serais plus impulsif que Moi, ce qu'il faudrait. Voilà, faut pas être impulsif. Donc moi, c'est vraiment un truc auquel je me force. C'est quand il y a une situation, un truc un peu
qui me titille, toujours laisser passer un jour, 2 jours, et c'est vrai que la bonne réaction, elle arrive toujours à froid et jamais à chaud. Donc en fait, systématiquement, tu es obligé de travailler sur toi pour que ton entreprise marche. C'est-à-dire que c'est lié quand même à ton développement personnel, à toi. Non, parce que enfin, oui, mais parce que c'est de l'humain. En fait, moi, je gère quoi? Je gère de l'humain. C'est-à-dire, je gère une équipe qui travaille avec les équipes de nos clients et qui coordonne des équipes chez nos prestataires et partenaires. C'est que de l'humain. Alors qu'on pourrait dire que c'est que du matériel que tu fais. Ah oui, non, non, mais moi, tu sais, mon métier, il y en a qui disent tu fais des planches de bois. Oui, des planches de bois, et puis tu mets ça, et puis tu Bah les oui, découpes, mais et puis oui, voilà. alors, si c'était aussi simple que ça se saurait. Non, 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 c'est-à-dire que c'est un métier qui est éminemment plus compliqué que ça. Je parlais tout à l'heure, on est dans l'artisanat d'art. Il faut que tu arrives à convaincre ton client de travailler avec toi parce que tu vas être capable de lui apporter la bonne réponse. En face de ça, il faut que tu arrives à trouver les bonnes usines qui vont sortir le projet avec la bonne qualité, dans le bon timing, avec le bon budget, avec des gens qui... Et c'est pareil, quand tu vas choisir, on travaille sur un pool d'usines, on n'est pas un bureau d'achat, c'est-à-dire que moi je ne fais pas un appel d'offres en interrogeant entière à chaque fois. C'est-à-dire que nous, quand un client vient nous voir, nous on va choisir l'usine derrière qui va travailler sur le projet parce que on a la sensibilité et on se dit, ok, cette usine, ils ont le bon outil, ils ont le bon savoir-faire et ça va leur plaire. Parce qu'en fait, il faut que tout le monde s'amuse et s'éclate à chaque étape du process. Et c'est hyper important. Et donc c'est l'inverse du fameux process de je reproduis le schéma à l'infini. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous, voilà, c'est-à-dire que chaque fois, les gars, il faut que... Et d'ailleurs, on a des discussions dans nos usines, des fois ils disent, ah ouais, Alex... bon, ça nous sort un peu de notre ordinaire. On adore les projets que tu nous amènes. Parce que là, on va on va prendre un exemple, le soudeur, le mec qui a la commande numérique et tout. Et à un moment donné, le mec, il va découper des planches pour faire des cuisines. Et puis d'un seul coup, on lui amène un truc, il n'a jamais fait ça. Il est hyper content, quoi. Donc, et surtout, ils sont hyper contents de voir le résultat. On leur envoie les photos, les vidéos. Et ils se disent, ah oui, tu les bichonnes aussi Ah bah moi, je bichonne tout le monde. Enfin, à la base, j'essaye de bichonner tout le monde. Je ne dis pas que j'y arrive, mais j'essaye. Mais parce que c'est important pour toi. C'est important pour moi et je trouve que c'est important à un moment donné de donner de la valeur à ce qu'on fait et puis à un moment donné d'expliquer aussi aux gens que s'ils ne sont pas juste là pour faire un bout de truc, chaque élément sur lequel ils ont travaillé va s'inscrire dans un projet qui est global. Et comme après, quand on fait un projet avec un client, on a aussi à cœur, quand on a fait des beaux projets, de les présenter dans des concours, d'en parler autour de nous, de les mettre en avant pour nos clients, pour nous et pour tous ceux qui ont travaillé dessus. Oui, il me semble avoir lu quelque part que tu avais eu pas mal de prix, de reconnaissance. On commence à avoir quelques prix, ouais, ça commence à... Quelques prix. Est-ce que tu chercherais pas à être trop modeste là? Ah non, mais d'abord, on va rester très modeste parce qu'on a quelques prix, on n'en a pas beaucoup, on va en avoir 6-7. Mais Pour une boîte qui n'a que 10 ans, avec une dizaine de personnes. Oui, non, mais on est très content et hyper fiers, mais il y a encore tellement de chemin à parcourir. Pour aller où? Pour déjà faire le métier qu'on fait aujourd'hui, le faire encore mieux. Parce que ce que je veux, c'est pousser les curseurs et en fait encore aller plus loin dans le détail, la finition. Je veux qu'on soit encore meilleur dans ce qu'on fait. Et puis après, faire d'autres projets. Idéalement, des trucs un peu mouton à 5 pattes, un peu compliqués, un peu impossible, quoi. J'aime bien les missions impossibles. Ah mais j'ai l'impression, hein. Je vois l'œil qui pétille et dès que tu imagines un truc impossible. En fait, il faudrait presque, pour te convaincre de prendre un job, il faut commencer par te dire que c'est pas possible, en fait. Ah ouais, là, tu vas avoir mon attention. Parce que je vais te dire, mais si c'est possible. Je vais t'expliquer comment. Alors attention, hein, on va rester dans le raisonnable. Hein. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu compliqués. Ouais. Ta vie personnelle, c'est pareil, c'est très compliqué? Tout ne peut pas être compliqué partout. Ah. Alors, c'est qui Alexandre Haded? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, personnellement? Quel est son chemin? Par quelles étapes il est passé? Ce que tu as envie de dire, évidemment. Hein. Ouais, après, c'est... Donc tu m'as dit famille d'entrepreneurs et de commerçants, ça se passait bien? C'était moi, soft? Non, j'ai une famille... ma famille était une famille compliquée. Donc, ce qui m'a beaucoup appris, parce que ça m'a appris la patience, ça m'a appris l'endurance, ça m'a appris la persévérance. Donc, quand tu dis compliqué? Relation compliquée, un père qui était effectivement
on va dire, assez, j'allais dire autoritaire, mais c'était pas ça, c'était Tyrannique? intrusif, Intrusif. voilà. Mais tyrannique, non, je ne mettrais pas ça non plus sur tyrannique, mais c'était c'était quelqu'un qui imposait ses vues, m'a imposé beaucoup de choses, mais m'a aussi permis, finalement, en essayant de m'imposer beaucoup de choses, de comprendre ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et donc, qui m'a permis de me construire, finalement. Alors, certes, en opposition. C'est ça. Avec Ta résilience a fait que. Voilà, je suis construit en résilience et en opposition. Mais ça m'a permis de savoir clairement ce que je voulais dans la vie, ce que je voulais pas. Ça m'a permis, alors aussi de cultiver cette fameuse autonomie, sans doute exacerbée, ce désir Oui, de j'allais te liberté. reparler de la liberté, évidemment. Là, Voilà, donc ça, forcément. gros warning, là. Voilà. Donc, parce que quelque part, le rejet de voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, dès qu'on me dit il faut que, je bloque. T'es quel père? Comme ton père ou t'es différent? Ah, je suis très différent. Donc t'as 2 enfants? Deux, un T'es marié? garçon de 16 et une fille de 11, et je suis marié depuis bientôt 20 ans. Est-ce que ça existe encore? Mais écoute, pourvu que ça dure, Incroyable. incroyable. Donc c'est une équipe, là. Et c'est exactement ça, c'est une équipe, ouais. C'est une équipe, et puis d'autant plus une équipe qu'en Parce qu'il plus... faut te supporter, peut-être, non? Je sais pas. Alors déjà, il faut me supporter, et j'avoue que je reconnais que je suis pas simple à supporter, d'autant plus que je peux être plus difficile avec ma team à la maison qu'avec ma team au bureau. Ah oh merde. Voilà. Déjà que t'es assez exigeant au bureau, alors raconte. Non, mais j'avoue que je me rends compte que je peux être moins tolérant et moins souple à la maison que je peux l'être au bureau. Ça, Pourquoi, d'après toi? parce que j'ai sans doute mettre plus d'exigence. J'ai envie de tirer plus haut. En fait, au bureau, il y a une forme de patience. Et puis, au bureau, pour moi, tu es sur une relation. Alors, j'adorerais que tous les collaborateurs me disent on va rester 10 ans, 15 ans ensemble parce que tu développes un truc, on s'accroche au projet. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai monté la boîte et que je suis sur des cycles de 3-4 ans. Donc au bureau, je suis sur des CDD, si tu veux. À la maison, on est sur du CDI. Donc, Ah oui, donc le niveau, tu veux dire que tu peux pas les virer, tes enfants? Alors, c'est pas que je peux pas les virer, c'est que je ne veux pas les virer. Ah d'accord. Donc, en fait... Donc comme tu es dirait- exigeant, tu es toi-même tyrannique? Alors, justement, j'essaie de pas l'être. Donc, moi, je sais que je me restreins sur un certain nombre de choses et je pousse pas le bouchon aussi loin que j'aurais envie de le pousser. Et ma femme m'aide beaucoup là-dessus, d'ailleurs, à ajuster le niveau. Je pourrais être un peu plus tyrannique que je ne suis. Non, je ne le suis pas du tout, d'ailleurs. C'est facile d'être dans une famille de dirigeants, d'entrepreneurs. Toi, tu l'as vécu. Tes enfants sont en train de le vivre là, avec toi. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Ça, il faudra leur poser la question à eux. Moi, si tu me demandes par rapport à mon expérience à moi, ça a été dur parce que... ça a été dur, une fois de plus. Ça a été dur parce que j'avais des relations compliquées avec mon père. On n'a pas eu une vie malheureuse, hein. On a vécu une vie. Mon père a bien gagné sa vie. On a voyagé dans le monde entier. Voilà, il avait cette volonté d'imposer sa vision des choses et du monde et de ce qu'on devait faire. Après, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai monté le business que j'ai voulu, j'ai la famille que je veux. Il était d'accord sur rien, ça ne m'a pas empêché de le faire, hein. Et si tu regardes, bien sûr, il faudrait leur demander à tes enfants, mais si tu les observes, tu les vois grandir, ils ont quel âge aujourd'hui? Noah a 16 et Lia 11, ouais. Deux garçons? Garçon-fille. Garçon-fille. Lia, c'est une fille, d'accord. Ouais. Et tu as quand même une bonne idée de comment ils vivent la chose. Même si Ils n'ont pas l'air malheureux. les parents, c'est toujours des emmerdeurs et on a envie ça. de prendre notre indépendance tous, mais ils n'ont pas l'air d'être malheureux. Qu'est-ce que ça développe chez eux? Alors nous, on est sur une méthode où on favorise une communication totale. C'est-à-dire qu'il faut tout se dire. Ça va pas. Voilà, on est vraiment sur... on les incite, depuis qu'ils sont tout petits, à tout nous dire. Donc, sachant qu'ils ne nous diront pas tout, et on leur dit, on sait qu'à un moment donné, vous allez grandir, vous ne nous direz pas tout. Mais en tout cas, le message qu'on veut leur faire passer, c'est que dès qu'il y a des sujets importants, il faut qu'on puisse en parler. On est ouvert à la contradiction.
On n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, on va discuter, on va échanger, on va dialoguer et puis on va argumenter. Et puis à la fin, on va voir si les positions de chacun évoluent. Le but étant de trouver un consensus. Bon, sachant que c'est ce que je dis de temps en temps, ça reste pas une démocratie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est les parents qui décident. Mais c'est comme dans une entreprise, non? Est-ce que cette méthode-là s'applique à l'entreprise finalement? Alors, De tout se dire. Tu les éduques pas depuis la naissance, ça je te... Ok, il y a une vraie différence. Mais est-ce qu'on arriverait à ça? je pense pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tous dire, je pense pas que les gens aient la maturité pour y arriver. Dans le monde de l'entreprise, en fait, et on revient à notre histoire d'entretien où tu joues un peu, hein, c'est un peu du théâtre au départ. C'est-à-dire que le rapport des gens à l'entreprise aujourd'hui, pour moi, est un peu biaisé. On pourrait tous dire si on était dans un rapport où chacun était micro-entrepreneur de son poste, en fait. Mais ce n'est pas le cas. J'adorerais ça, d'avoir que des micro-entrepreneurs, des intra-entrepreneurs. Mais on n'en est pas là. Et malheureusement, si tout le monde ne joue pas carte sur table et que tu n'es pas dans une transparence par rapport à tes attentes, tu peux mécaniquement pas tout te dire. Et donc, par contre, avec tes enfants, ça fonctionne. Oui, mais parce qu'on est dans un contexte qui est très différent. Voilà. Et ça fonctionne pour l'instant. Après, j'espère que ça fonctionnera le plus longtemps possible. 16 ans, tu commences à déjà avoir les premières rébellions de l'adolescence. Non, on a des échanges qui se construisent. On n'est pas d'accord sur tout, mais on a des échanges qui sont construits. Et que je trouve, pour le coup, hyper intéressant. Et comme on parlait effectivement du modèle parental, on est à l'opposé des relations que j'ai pu avoir, moi, dans ma famille. Ben, justement, alors, d'une certaine manière, l'enchaînement va te donner une partie de la réponse peut-être, mais les choses dont tu es vraiment, vraiment, vraiment le plus fier, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle, le top 3. Bah, moi, dans ma vie perso, j'ai envie de te dire, tu me demanderais aujourd'hui, est-ce que tu veux changer quelque chose? Je n'ai rien à changer. Que ça soit au niveau de la relation qu'on peut avoir dans la famille, de ce qu'on a accompli en tant que famille, de notre façon de communiquer. Alors après, tu peux toujours, je ne vais pas non plus vendre un truc idyllique, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme tout le monde, hein, voilà. Mais c'est d'être capable de gérer ces bas en anticipant le haut à venir et finalement en rebondissant à chaque fois. C'est une jolie déclaration pour ta femme et tes enfants. Oui, mais ça ils le savent. Même si je leur dis sans doute pas assez souvent. C'est dans la boîte, comme dirait l'autre. Donc exactement. S'ils ont un doute, ils pourront se repasser l'émission. Exactement. Tu vois, c'est l'avantage. Tes autres grandes fiertés. Alors, ce que j'ai accompli au niveau professionnel, je suis assez fier. Je ne mettrais pas ça au niveau de grande fierté aujourd'hui. Assez fier parce que... T'es dur avec toi, hein? Non, mais parce que je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire Ça s'est pas fait tout seul, ouais, ce que tu as déjà fait. Alors, mais je suis un éternel insatisfait. C'est ça, tu es assez dur avec toi. Je suis un éternel insatisfait, donc moi, ça ne va jamais, en fait. Donc, je le sais, donc j'essaye de... Alors ça, c'est un truc que j'essaye de ne pas partager avec mes équipes, parce que tu ne peux pas être en te disant « ça ne va pas ». Donc, je dis « c'est très bien, mais tu peux mieux faire ». Et donc, pour les fiertés, c'est ce qui émerge naturellement. Il n'y a pas d'autres fiertés que tu aimerais bien mettre en valeur là aujourd'hui? Après, moi, je suis un peu... Alors, je suis pas... je fonctionne... Enfin, je sais pas comment te dire. La notion de fierté, c'est pas un moteur premier chez moi. Enfin, je raisonne pas en me disant je suis fier d'avoir fait ça. Donc en fait, voilà, je suis hyper fier de ce que j'ai fait au niveau personnel sur ma famille, parce que je trouve qu'on a accompli des trucs. Enfin voilà, je suis assez fier de ce que j'ai fait professionnellement parlant. Je suis impliqué dans plein de sujets, mais aujourd'hui, aucun où j'ai atteint un niveau d'accomplissement qui me permette de dire j'en suis fier encore. Alors j'espère venir te voir dans 1 an, dans 2 ans pour te dire tiens, au fait, j'ai rajouté un truc. Mais voilà, et puis au final, moi je pars du principe que si tu as une vie personnelle accomplie, une vie professionnelle accomplie, tu as quand même pas mal rempli le contrat, quoi. Et oui. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette émission pour toi? Qu'est-ce qui est important comme message à faire passer? Sur à la fois le personnage, Alexandre Aded, et puis tes sociétés, ton groupe, vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis de tes collaborateurs, c'est quoi les vrais messages que tu as envie de passer? J'ai envie de dire que
le message que j'ai envie de faire passer à la fois à mes clients, mais aussi à mes collaborateurs, c'est de dire Square Solutions, Taos, Artwork, Artome ou les autres sociétés à venir, c'est une aventure. C'est une aventure humaine. C'est une aventure où les gens vont partager des émotions, de la passion. Tout ne se passera pas toujours bien, mais en interne comme en externe, et c'est normal. Donc il faut accepter cette idée-là. Et pour moi, ça doit être un tremplin pour les uns et pour les autres aussi, parce qu'il y a un moment donné, l'idée, c'est de se dire que quand on a partagé une expérience, on en a fait quelque chose. Donc non, moi, c'est vraiment autour de cette idée de passion, de se dire qu'on fait des choses, on accomplit des projets ensemble et qu'il y a des défis à relever. Voilà, c'est un peu autour de ça que j'ai envie d'insister. Sur la table du milieu, tu as remarqué qu'il y avait un truc un peu particulier? Oula, oui. On va y aller. Ça m'intrigue. On va y aller tout à forcément. Alors c'est quoi? Alors il y a difficulté peut-être de faire un zoom là-dessus, mais il y a un téléphone. Et qu'est-ce qui a marqué sur ce téléphone? Une petite étiquette. Alors déjà, c'est pas n'importe quel téléphone. Ah oui. Déjà, parce que je tiens à dire que tu vois, des fois on a des regrets. Et j'avais ce même genre de téléphone chez mes parents. Forcément, tu l'as foutu à la poubelle. Obligatoirement. J'aurais adoré le garder. C'est pour ça. Tu te souviens? Ah bah oui, mais je me souviens du bruit. de ça, et puis je me souviens du câble que tu tirais pour l'emmener dans ta chambre et qui était jamais assez long. Donc tu finissais où? Dans le placard de l'entrée. C'est quand même des souvenirs tout ça. Et donc dessus, il y a marqué quoi? Il y a marqué téléphone Céleste. Donc c'est intriguant quand même. Bah oui, parce qu'en fait, dans cette émission, donc tu as vu, on parle de ton entreprise, des éléments concrets, des chiffres, de ta vie à toi. Mais finalement, il y a toujours une question qui me paraît importante de poser et qu'on n'associe pas au monde de l'entreprise, c'est la notion de spiritualité. Quel sens tu donnes à tout ça? C'est quoi ta spiritualité? Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives? Est-ce que tu le fais? Certains le font à travers une religion, d'autres à travers du développement personnel, d'autres à travers je ne sais quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi? Alors, c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi. Après, c'est pas quelque chose que je vais cultiver en tant que tel, à travers une religion, par exemple. Mais c'est quelque chose que je vais travailler. Voilà, là on joue, tu vas dire que je joue sur les mots, mais... Mais d'accord, donc tu vois, comme tu me réponds de cette manière-là, évidemment je vais aller chercher un peu plus loin. Du coup, si tu devais avoir au bout de ce téléphone Dieu ou l'univers ou une autre entité à ta convenance, tu lui demanderais quoi? Ou tu lui dirais quoi? Alors, je lui dirais quoi? Non, moi, je crois que j'aurais pas mal de questions quand même. Parce que voilà, l'univers, tout ça, la place de l'homme dans tout ça, j'aurais 2-3 questions à lui poser. Après, j'aurais peut-être 2-3 trucs à lui dire aussi, mais je pense que je commencerai par les questions. Vas-y, vas-y, parce que très sincèrement, comme on a ce téléphone, là, tu as compris qu'on était reliés directement. Donc Ouais, c'est le moment, c'est le moment. Ah, moi, je serais assez preneur d'une petite presse PowerPoint appuyée du mécanisme général. De ce qu'il attend et... Ouais, voilà, un petit KPI. Et la réflexion que tu aurais envie de lui faire, là, à cet Euh, univers, ou à ce Dieu ou à... Ouais, il y a aussi, il y a sans doute une vision macro, mais des fois, il faut faire du micromanagement. Il y a 2-3 sujets en ce moment. C'est vrai, tu penses? On peut faire mieux? Je pense qu'on pourrait faire mieux, ouais. Bon. En tous les cas, merci Alexandre, merci de nous avoir répondu à ces questions et puis de ce bel entretien, plein de sincérité, plein de passion. Merci à toi de m'avoir reçu. Ben oui, c'est un vrai plaisir. Et puis à très bientôt pour de prochaines histoires. Au revoir.